Comme annoncé dans la capsule précédente, je vais maintenant situer l'essor du libéralisme politique au terme du processus moderne de rationalisation. Ce que j'entends par le processus moderne de rationalisation, c'est ce que nous avons déjà pu évoquer dans le cadre du cours de philosophie morale, c'est cette idée qu'à partir de la Renaissance, l'homme posséderait par lui-même, parce qu'il est un être doué de raison, des capacités de fonder la légitimité de ses jugements, de ses connaissances, la légitimité de ce qui prétend à la vérité. Et dire que c'est la raison, donc l'homme en tant qu'être doué de raison, qui détient la source de la légitimité, c'est aller à l'opposition de l'histoire de la philosophie jusque-là, qui trouvait plutôt le critère de légitimité dans la conformité à un ordre naturel ou la conformité à une parole divine qui nous aurait été révélée. Pensons par exemple à Galilée, à cette question de savoir finalement si c'est la Terre qui tourne autour du Soleil ou au contraire le Soleil qui tourne autour de la Terre, et savoir quel est le critère qui va permettre de trancher cette question. Alors, aujourd'hui, ça nous paraît évident, quoique depuis Einstein, la théorie de la relativité, tout cela peut être nuancé, mais si on en reste au stade plus intuitif de la physique traditionnelle, il nous paraît évident qu'aujourd'hui c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et non l'inverse, en dépit des perceptions intuitives que nous pouvons avoir. C'était pas du tout la question, le critère qui permet de trancher cette question, le critère de la construction des théories scientifiques, de notre capacité par la raison de construire un modèle cohérent et d'avoir des prévisions sur base de ce modèle qui permettent de vérifier empiriquement la pertinence du modèle. C'est pas du tout ce cadre-là qui était le cadre pertinent auquel il fallait se référer à l'époque de la Renaissance. C'était plutôt le juge ultime, c'était la question de la conformité au dogme religieux, la conformité au discours porté par l'Église, quitte donc à ce que l'Inquisition vienne s'assurer par la force à nouveau, par la force du respect de la vérité telle qu'elle avait été entérinée. Alors, le processus moderne de rationalisation, c'est donc la généralisation progressive au cours des siècles que la raison est en définitive le seul critère légitime pour trancher la question de la validité, la question de la vérité. Nous n'avons de capacité à pouvoir imposer, justifier la légitimité de nos jugements que si nous pouvons démontrer cette validité par la raison. Il en est de même en philosophie politique. Ce qu'il s'agit donc, c'est de montrer que nous avons la capacité, à travers notre raison, de justifier la légitimité de l'État. Et nous sommes donc vraiment dans la perspective classique de l'humanisme moderne, qui est à la fois donc un idéal d'affirmation forte de la liberté humaine, d'émancipation de l'homme par rapport à un ordre naturel ou un ordre religieux qui s'imposerait à lui, qui le dépasserait, qu'il aurait respecté sans pouvoir nécessairement le comprendre, pour au contraire basculer dans un monde qui place au centre de la question de la connaissance, la question de la légitimité, la raison, et dès lors l'homme présenté comme étant celui qui a les capacités de fonder la vérité grâce à sa raison. Donc, c'est à la fois une affirmation de la liberté humaine, puisque l'homme ne serait soumis qu'à la vérité, qu'aux lois, qu'aux jugements qu'il peut lui-même trouver légitimes par sa raison. C'est aussi un idéal d'émancipation, donc émancipation par rapport à la nature. Rappelons-nous ce mot de Descartes qui veut que l'homme devienne maître et possesseur de la nature, ce passage d'une conception de la science comme étant une science contemplative, de compréhension d'un ordre qui s'impose à nous, à la technoscience, l'idée qu'il n'y a de science que dès lors qu'elle donne naissance à une capacité technique, à un pouvoir technique de transformation de la nature, et dès lors la science est ce qui permet à l'homme de s'émanciper d'un ordre qui s'impose à lui, au contraire utiliser la force de la nature pour transformer cette nature et satisfaire ses envies, ses besoins, ses désirs, quitte à voler, quitte à manger des fraises en hiver, quitte à pouvoir parler à quelqu'un qui se trouve à l'autre bout de la planète, quitte à donner cours par vidéoconférence. Idéal donc
d'émancipation, affirmation de la liberté humaine, et donc sur le plan politique, conviction que la légitimité de l'État doit trouver sa source, elle aussi, dans la raison humaine. La raison donc, va être le moyen terme qui va permettre de réconcilier à la fois l'idée de liberté et l'idée de force, de pouvoir, de contrainte, de loi. La loi sera ce qui est conforme à la raison, et la liberté, c'est le fait d'agir conformément à la raison. Dès lors, agir conformément à la loi revient au même qu'agir conformément à la raison, et revient donc au même qu'agir conformément à sa liberté. Liberté, raison et loi doivent idéalement se confondre. Tel est en tout cas l'idéal politique moderne, une parfaite réconciliation de la liberté et de la loi grâce à la médiation de la raison. Alors, ce processus moderne de rationalisation, très schématiquement, on pourrait considérer qu'il s'est développé en deux étapes. Une première étape qui correspond d'ailleurs à celle que nous avons esquissée tout au début de ce cours avec Hobbes. C'est la justification sur la raison de l'autorité de l'État. C'est donc, rappelez-vous, l'idée contractualiste de Hobbes, que l'homme étant un loup pour l'homme, nous pouvons, à part notre raison, comprendre que notre intérêt bien compris consiste à reconnaître la nécessité d'une puissance publique, la nécessité d'un prince, la nécessité d'une autorité qui va pouvoir affirmer un ordre qui s'imposera à tous et qui permettra de sortir de la jungle, de sortir de l'état de nature, de sortir de cette situation où nos libertés pourraient être constamment menacées par la situation d'anarchie. Donc, une autorité capable de poser la loi et capable dès lors de coordonner les comportements. Mais à ce stade-ci, à ce premier niveau, nous sommes encore à une simple justification du fait qu'il y ait une autorité, du fait qu'il y ait une loi et qui doit s'imposer à chacun. Donc, on peut dire en quelque sorte que l'on passe d'une autorité du monarque qui ne serait plus tant de droit divin, mais qui viendrait de contrat humain. Mais nous sommes toujours devant une autorité quelque part absolue. Sa légitimité a été justifiée. En fait, nous sommes en quelque sorte devant une reconstruction par rationaliste du principe absolutiste de la justification du roi. Donc nous passons de ce que l'on peut appeler à l'absolutisme éclairé, donc l'idée que la justification absolue du pouvoir du monarque ne trouve pas plus seulement ses sources dans le droit divin, mais trouve également ses sources dans les lumières de la raison. Encore faut-il, et c'est la deuxième étape, que cette autorité elle-même, non seulement en son principe, mais en son contenu, non seulement donc le fait qu'il y ait une autorité, mais également ce qu'elle édicte puisse être justifié par la raison. C'est la deuxième étape, qui correspond en quelque sorte à ce qu'on pourrait appeler l'essor de l'état de droit. L'idée que non plus la raison doit simplement justifier qu'il y ait un monarque, mais également que le monarque lui-même, dans les décisions qu'il prend, dans les lois qu'il édicte, puisse justifier par la raison la pertinence non seulement de l'existence de la loi, mais du contenu de la loi, de ce qu'il impose. On bascule de l'idée que la loi correspond à la volonté du roi, à la volonté du monarque, du prince, choisissez le nom que vous voulez pour votre autorité, à l'idée que la loi doit correspondre à la volonté de la raison, à ce qui peut être justifié par la raison. Ce n'est d'ailleurs plus finalement tant le roi, le prince, tel qu'il est incarné par une personne, qui règne. Ce qui doit régner à travers la loi, c'est la raison, c'est-à-dire l'humanité. C'est en quelque sorte l'humain lui-même qui devient le monarque suprême. Alors, cet idéal politique moderne, ce processus de rationalisation, on peut dire qu'il culmine avec la Révolution française, à la fin du XVIIIe siècle, qui représente en quelque sorte le sommet du rationalisme, le sommet de l'humanisme rationaliste. On l'a vu en philosophie morale, c'est exactement l'époque de Kant, c'est l'époque de l'humanisme, de l'humanisme moral de Kant, et du triomphe d'une morale de l'autonomie, à travers laquelle, de nouveau, on retrouvait le même schéma. L'homme est à la fois soumis à la loi morale tout en étant pleinement libre, parce que la liberté, c'est le fait d'agir conformément à la raison, et la loi morale ne fait qu'édicter ce que la raison nous enseigne, les règles que la raison nous invite à nous donner à nous-mêmes.
Sur le plan politique, on peut peut-être faire référence à Rousseau qui lui aussi consolidé d'un contrat social, mais d'un contrat social plus profond, j'ai envie de dire, que celui de Hobbes, puisqu'il ne s'agit pas simplement, c'est vraiment ce passage de la première étape à la deuxième étape du processus de rationalisation, il ne s'agit plus simplement de fonder sur le contrat la légitimité de l'autorité, la légitimité de la loi, il s'agit de bien affirmer un contrat social à travers lequel c'est la loi elle-même qui doit correspondre à la volonté générale, à la volonté édictée des citoyens. À travers la loi, à travers la raison, c'est le peuple qui doit pouvoir être le souverain ultime. Il y aurait en quelque sorte pour Rousseau non plus l'idée qu'à travers le contrat social, les citoyens renoncent, aliènent leur liberté politique fondamentale au profit du souverain. Non, il y a une forme d'inaliénabilité, d'indivisibilité de la souveraineté. Les citoyens doivent rester, parce qu'ils sont chacun des êtres doués de raison, doivent rester pleinement souverains. Alors, ce que Rousseau dès lors affirme, c'est l'idéal d'une unité parfaite entre la société et l'État. L'État ne doit pas être autre chose que la société. L'État doit être la société lorsqu'elle s'exprime par la raison. La société devenue parfaitement raisonnable. Ce qu'il résume par le concept de volonté générale, la volonté générale qui n'est pas simplement la volonté de tous, ce n'est pas la volonté de la majorité, ce n'est pas la volonté qui émerge lorsque les intérêts des uns et les intérêts des autres s'affrontent, le compromis conforme à l'intérêt dominant. Non, la volonté générale, c'est la volonté qui s'exprime lorsque chaque citoyen se comporte en être doué de raison, en être raisonnable, en être qui pense à l'intérêt général plutôt qu'à la recherche d'optimiser son intérêt particulier. Donc, avec cet idéal d'une réconciliation parfaite de l'idéal cet idéal d'une réconciliation parfaite de l'État et de la liberté à travers une loi qui ne serait jamais que l'expression de la raison, on retrouve sur le plan politique la transposition de la figure que nous avons vue en philosophie morale de l'identité de l'homme et de la raison. L'homme n'est jamais que la raison, la volonté humaine, la volonté de l'homme n'est jamais, la volonté humaine n'est jamais que la volonté devenue raisonnable. Cette confusion, cette coïncidence entre volonté humaine, volonté de la raison se retrouve donc sur le plan politique par la coïncidence de la société devenue raisonnable et de l'État.